Bonjour à tous et bienvenue à cette première vidéo de la série consacrée à l'unité d'enseignement électrostatique. Donc, lorsque vous voyez EST, c'est juste pour faire référence à l'électrostatique et 01 juste pour dire que c'est la première vidéo réellement consacrée à l'électrostatique. Ceci vous permettra de suivre le fil des prochaines vidéos afin de ne pas vous embrouiller dans les étapes progressives de cette unité d'enseignement. Aujourd'hui, on parlera de la notion de charge électrique et des différentes distributions de charge qui existent en électrostatique et dont on aura très souvent l'occasion d'étudier. Donc, déjà, c'est quoi une charge électrique? Tout ce qu'il faut savoir en fait, c'est que la charge électrique est, comme la masse, une propriété fondamentale de la matière, mais ici, euh, elle permet à la matière d'interagir par le biais des champs électromagnétiques. Donc, la charge électrique joue le même rôle dans les interactions électromagnétiques que le rôle que joue la masse dans les interactions gravitationnelles. Donc, pour parler du phénomène d'électrisation, il revient de rappeler à peu près la structure de la matière. La structure de la matière, euh, là, on va parler d'atomes, logiquement. Donc, si je prends l'atome, parce qu'on sait que la matière, c'est un assemblage de molécules et les molécules sont un assemblage d'atomes. Et les atomes, c'est juste un noyau qui est constitué de protons et de neutrons autour duquel gravitent des électrons. Donc, par exemple, ici, la charge électrique, donc on va voir qu'elle a déjà une propriété qui est purement conventionnelle, c'est-à-dire soit positive, soit négative. Et cela a été attribué au niveau des fondements même de la structure de la matière. Donc, le noyau qui est constitué de protons et de neutrons euh, aura l'une de ces entités élémentaires qui sera chargée positivement et, et l'autre bon, qui n'aura pas de charge, qui sont les neutrons. Donc ici, on aura les protons qui sont constitués, qui sont dans le noyau et les neutrons qui sont là. Les protons, eux, ils sont chargés positivement. Ceux-ci, ils n'ont pas de charge, ils sont neutres, tout simplement. Maintenant, ces entités élémentaires qui gravitent autour du noyau sont appelées les électrons et à eux, on va affecter des charges qui sont conventionnelles et dites négatives. Donc, à partir de ceci et qu'on sait déjà que la matière serait juste un complément de ces structures, bon, ça c'est juste une façon simplifiée de modéliser cela. Donc, le complément de tout ceci dans la matière existante voudra simplement dire que si on met deux matières en contact, c'est-à-dire si on les permet de frotter entre elles, on va voir que les électrons qui sont situés dans les couches les plus externes auront, comment dire, auront tendance à, s'il y a assez d'énergie dans le frottement, à libérer, c'est-à-dire à transiter d'un système à un autre, et c'est ça qui sera en fait le phénomène d'électrisation. Donc, c'est une propriété qui va nous permettre de dire en fait que euh, la charge électrique, elle est purement conservative parce qu'elle ne peut ni se créer ni se détruire, mais elle peut transiter d'un système à un autre par frottement ou bien tout simplement par le phénomène d'électrisation. Donc, pour la conservation de la matière, on a déjà dit, la conservation de la charge électrique, on a déjà dit que la charge électrique ne peut ni se créer ni se détruire. Maintenant, parlons du fait que la charge électrique est une grandeur qui est quantifiable. Ceci nous est montré par l'expérience de Robert Millikan en 1910. Bon, on l'a tous un peu vu en classe de terminale, juste qui identifiait quoi, je pense un truc avec des gouttelettes d'huile, les charges comme des gouttelettes d'huile qui sont baignées dans un champ électrique. Euh, donc, ce sont les expériences de Millikan qui nous ont permis de déterminer expérimentalement que la charge électrique est une propriété quantifiable et est une grandeur quantifiable. Donc, à partir de ceci, pour tout le système macroscopique, on aura Q. La charge totale de tout système macroscopique sera simplement K fois une charge élémentaire. Donc K, c'est un réel. Bon, pas un réel. K appartient à Z et E n'est rien d'autre que 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Ceci, c'est la charge élémentaire. Déjà, on sait également que l'intensité du courant électrique étant définie comme dQ sur dt, alors dQ sera tout simplement I dt. Ce qui va nous permettre de dire en fait que dimensionnellement, la dimension de la charge sera la dimension de I fois la dimension de T. Donc ceci c'est encore de l'ampère par le temps.
Dans le coulomb que vous voyez là, c'est tout simplement encore de l'ampère seconde. Maintenant, parlons des différentes distributions. En électrostatique, les systèmes de charge que nous allons étudier pourront être soit des systèmes distraits, soit des systèmes continus. Système distrait, c'est quoi? C'est que dans l'espace, par exemple, je me donne un ensemble de charges aléatoirement définies dans l'espace, reparties dans l'espace. Donc là, par exemple, j'ai Q1, Q2, ainsi de suite, jusqu'à ma énième charge. Tant que je peux compter les éléments qui sont dans l'ensemble de mon système, alors je peux dire que mon système est discontinu parce qu'il n'y a pas de liaison entre les différentes charges et je peux les énumérer. Dans le cadre de ce système, qui est simplement dit système distrait ou discontinu, la définition de la charge totale revient simplement à sommer. Donc la charge totale ne sera rien d'autre qu'une sommation discrète sur I, des I allant de 1 à N, de tous mes QI. Donc si on me donne un système de charge, un système discontinu de charge, qu'on me demande la charge totale, tout ce que j'ai à faire, c'est à sommer l'ensemble de toutes les charges. Maintenant, il peut exister des systèmes macroscopiques qui sont soit linéiques, soit surfaciques, soit volumiques, par exemple. Donc, pour ceci, il se peut que ces systèmes puissent être chargés électriquement ou bien puissent avoir des propriétés électriques. Maintenant, pour définir la grandeur, pour définir la charge électrique dans ces différents systèmes, il ne sera pas question de les énumérer parce que là, nous avons des systèmes qui sont continus, tout simplement. On ne peut pas fragmenter ces systèmes pour essayer d'avoir des systèmes discontinus. C'est pour ça qu'on va analyser la charge électrique de ces systèmes à partir des éléments de charge qui seront contenus dans des éléments de ces systèmes continus, tout simplement. Donc, par exemple, je prends le premier, qui est un système filiforme. Donc, un système filiforme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un segment de longueur que je vais appeler qui mesure delta L et que je pourrais quantifier et dont je pourrais quantifier la charge contenue dans cet élément, dans cette portion de longueur. Je suppose que dans delta L, j'ai une charge delta Q qui règne à l'intérieur. Alors, je vais définir ce qu'on appelle une densité linéique de charge qui est lambda, qui ne sera rien d'autre qu'une limite lorsque ce delta L va tendre vers 0 de delta Q sur delta L. Bien sûr, ceci, lorsque ça va s'approximer à une valeur tellement petite, je pourrais avoir un élément de longueur qui est dl qui porte un élément de charge dq. Ça veut dire qu'ici, j'aurai lambda qui sera simplement égal à dq sur dl. De même, si je prends un élément surfacique, c'est-à-dire une surface quelconque, je vais définir un morceau de cette surface. Je vais définir un morceau de cette surface autour d'un point P, par exemple. Et je vais dire que cette surface, ce morceau de surface, disons que je vais l'appeler delta S, porte une charge delta Q toujours. Alors pour définir la charge ici, je vais également définir une densité surfacique de charge que je vais appeler sigma, qui ne sera rien d'autre que la limite lorsque delta S va tendre vers 0, c'est-à-dire lorsque je vais restreindre ce morceau de surface à une surface élémentaire de la quantité de charge contenue dans cette fraction de surface. Ceci va me permettre de définir sigma qui ne sera rien d'autre que dq sur ds. Parce que je vais raccourcir delta S à quelque chose de très petit. Et du coup, là, j'aurai un élément de charge dq contenu dans ds. Je vais faire de même pour un volume. Je vais prendre un volume élémentaire un morceau de volume autour d'un point P par exemple, et je vais décrire une densité de charge volumique
qui sera simplement la limite lorsque delta V, parce que ceci aura une fraction de volume delta V qui contient aussi une charge delta Q. Donc j'aurai une limite de delta Q sur delta V. Bon, mettons ceci, delta V, lorsque delta V tend vers 0. Et ceci va me permettre d'avoir également la dernière définition de ma densité de charge, qui sera dQ sur dV. Donc là, j'ai les différentes densités de charge qui sont associées à des distributions, que ce soit filiformes, surfaciques ou volumiques. Bien sûr, ceci c'est un volume, hein, c'est pas une surface. C'est juste une façon de définir ça. Donc ça, c'est tout concernant ça. Ça veut dire que si pour résumer, ce que j'aurai sera simplement dQ qui est soit égal lambda dL, soit égal sigma ds, soit égal à rho dV. Là, j'ai pris quelques exemples pour essayer d'illustrer le truc, pour que vous sachiez à peu près à quoi vous attendre dans certains exercices. Donc ici, j'ai pris une densité volumique de charge qui s'exprime comme ceci. On va prendre, c'est une densité volumique, bien sûr, qu'on va prendre uniforme, bon, pas uniformément repartie, qu'on va prendre repartie dans une sphère de rayon R. Et ceci, c'est une densité surfacée qu'on va prendre sur un disque, repartie sur un disque de rayon R. Et ceci sur un segment de droite de longueur de A, par exemple. Donc là, ce qu'on peut vous demander de déterminer, c'est de calculer uniquement la charge totale. Donc, lorsque vous avez les éléments de charge, vous vous rappelez simplement que dans le cadre des distributions discontinues, on avait la somme des I allant de 1 à n des QI. C'est une somme discrète sur toutes les charges qui étaient contenues dans mon système. Ce sera la même méthode qui sera appliquée ici, sauf que la somme discrète sera remplacée par une somme continue qui est l'intégrale, et les QI, qui sont les charges que je retrouve dans mon système discret, seront simplement remplacées par les éléments de charge contenus dans chaque longueur. Donc c'est une somme continue des décures dans mon domaine. Donc vous voyez qu'ici, je peux avoir soit l'intégrale de lambda dl, soit l'intégrale dans mon domaine de sigma ds, soit l'intégrale sur mon domaine, toujours domaine de rho dv. Donc pour le premier cas, j'aurai Q qui est simplement l'intégrale sur mon domaine qui est en volume de rho dv. Et je sais que dv pour une sphère, dv h1, h2, h3, du1, du2, du3. Ici, ce sera simplement r carré sin θ, dr dθ, dφ. C'est pour ça que la charge totale sera simplement, vous allez remplacer l'expression de rho, tel que vous le voyez là au tableau, par tout ceci. Donc vous aurez l'intégrale de rho 0. Bon, on a trois intégrales, donc je vais mettre 3 directement. Pour ne plus mettre une intégrale dans ce sens, j'aurai rho 0, facteur de 1 moins r carré sur r carré, fois r carré sinus θ dr dθ dφ. C'est tout ceci qui sera simplement à développer. Vous allez intégrer pour les r, c'est des 0 à grand R. Pour θ, c'est des 0 à pi. Et pour phi, c'est de 0 à 2pi. Alors ça, c'est pour la sphère. Maintenant, pour les autres, ce sera pareil. Donc, par exemple, pour la surface, pour le disque, si je prends un disque, désolé, mes marqueurs ne donnent plus. Donc, si je prends un disque, tout simplement, un disque, on néglige son épaisseur. Ça veut dire qu'on prend juste cette partie de la surface. Si je dis que son axe, c'est Z, alors forcément, mon élément de surface qui est là, j'ai D, S,
Z. Et quoi de mieux que le système de coordonnées cylindriques pour le définir? Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai DS3 qui sera égal à H1, H2, DU2, DU3. Et ici, je sais qu'en coordonnées cylindriques, j'ai 1 R1 comme coefficient métrique et R θ Z comme coordonnée. Ça veut dire que H1, H2, ça me fait juste du R fois 1, H1, 1 fois R, ça fait R. DU2, DU3, ça fait du dθ dz. Donc, ma charge totale sera simple, qui est l'intégrale sur ma surface. Donc, si je l'appelle sigma, de sigma ds sera simplement quoi? L'intégrale, double intégrale, parce que j'ai deux variables d'intégration, de sigma 0 cos θ r dθ dz. Et ici, θ varie de 0 à 2π, z, et pourquoi il y a z? À ds3 pardon, 1, 2, 1, 2, donc r dθ. Ok, voilà, là c'est bon, dr dθ. Θ varie de 0 à 2π et r varie de 0 à grand R, tout simplement. Donc, c'est tout ce qu'il y aura vraiment à faire dans les exercices qui vous seront demandés. On va simplement vous demander les charges dans certains exercices, de calculer la charge totale. Et avec ce qu'on va voir après, ça va vous permettre de définir d'autres propriétés. Donc, par exemple, là, pour ceci, c'est juste vous avez un segment comme ceci qui mesure 2A. Donc, si vous avez 0 de moins A à A, par exemple, et là, vous avez l'axe X, Q total sera l'intégrale de quoi? Lambda dl. Et ici, dl n'est rien d'autre que dx. Donc, c'est encore l'intégrale de lambda dx. Vous allez simplement remplacer lambda par son expression et vous avez Q total qui sera l'intégrale de lambda 0 facteur de x moins a dx, avec x qui va de moins a à a tout simplement. Là, vous avez r qui va de 0 à r, θ qui va de 0 à 2π, et ici, r de 0 à r, θ de 0 à π, phi de 0 à 2π. Donc, ça dépend vraiment de la géométrie de votre distribution, et en fonction de cela, vous pouvez adapter pour déterminer l'expression de la charge totale. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on pourra aller un peu plus loin et on va voir les notions de champ électrique. Et on va voir d'abord l'interaction colombienne avant de parler de champ et de potentiel électrostatique. Sur ce, je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos et je vous remercie pour votre aimable attention. Au revoir.